Je suis Monica Brinzeil. On se trouve aujourd'hui à l'Institut d'Histoire de Texte. Je suis d'origine roumaine et de formation française parce que je fais toutes mes études à Paris et je suis un produit de milieu académique français. Je suis de formation philosophe, mais c'est par la philosophie que je suis devenue historienne. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'université au Moyen Âge, et notamment au transfert de savoir à travers les institutions, les universités au Moyen Âge. Qui sont les auteurs de cette époque, qui sont les étudiants de cette époque, qui sont les enseignants, quelles sont leurs occupations et leurs intérêts, et comment on faisait des études au Moyen Âge, quels sont les aspirants des étudiants, quels sont les critères pour obtenir un diplôme et pourquoi pas, comment un diplôme a un impact sur le parcours futur des étudiants au Moyen Âge. Ici, à l'Institut de l'Histoire de Texte, on a un objet commun entre plusieurs disciplines, entre plusieurs métiers, c'est l'histoire intellectuelle du Moyen Âge. Et on fait cette histoire, on essaye tous de construire un objet historique à travers les pratiques intellectuelles. Et on essaie de l'étudier à travers des regards croisés, notamment en entremêlant des approches sur l'histoire matérielle des documents. Ces documents, bien sûr, c'est l'étude de manuscrits, mais c'est l'étude de l'écriture, c'est l'étude de l'encre, de l'image qu'on trouve dans ce manuscrit. Il y a bien sûr l'approche codicologique, l'approche paléographique, mais aussi une approche de l'intérieur du texte, parce qu'on essaye d'écrire et de comprendre l'histoire intellectuelle aussi à travers les contenus, à travers la chair, si on peut dire, par l'étude du manuscrit, l'étude matérielle, mais aussi à travers le contenu de ces textes et à travers des aires culturelles différentes, parce qu'on se réunit des chercheurs hébraïsants, des chercheurs arabisants et des chercheurs latinistes ou en études grecques. Et ça nous permet de faire de l'histoire intellectuelle un objet d'étude et un objet d'actualité. D'abord, chaque chercheur il se fabrique des instruments de travail et ces instruments sont inspirés par son objet d'étude. Parce que les chercheurs aujourd'hui doivent s'adapter en permanence à son objet, parce que c'est ça la découverte. On découvre des terres inconnues et afin de les comprendre, il faut s'adapter et il faut développer des instruments. Je peux vous donner quelques exemples. En histoire des universités, tout d'abord, il faut chercher quels sont les textes produits par l'université au Moyen Âge. Dans le cas qui me concerne, l'université de théologie, on a les commentaires des sentences qui sont, si vous voulez, ce qu'on a aujourd'hui, la seule correspondance de ce qu'on a aujourd'hui comme thèse de doctorat. Afin d'étudier ces textes, il faut les trouver dans des bibliothèques éparses dans toute l'Europe, parce qu'on avait un enseignement qui était commun, qui se développe à Paris, mais c'est le même type d'enseignement qui se développe à l'université de Vienne, à Prague ou à Bologne. Dans le cas des universités, et afin d'obtenir un diplôme de doctorat, pour devenir docteur au Moyen Âge, on doit passer par la lecture des commentaires des sentences. Et on doit les comprendre, ces textes, et on doit les comprendre dans leur actualité, dans le contexte où ils ont été créés, et notamment avec le regard de chercheurs d'aujourd'hui.
Et ça veut dire qu'afin de développer des instruments de travail, il faut se connecter. Il faut connecter le présent, l'actualité à un passé qui nous donne une sorte d'identité parce que plusieurs fois, ce qu'on faisait au Moyen-Âge, on le retrouve aujourd'hui dans nos exercices intellectuels. Nous développons des instruments de travail, développons des instruments de lecture de ces manuscrits, mais eux aussi, nos auteurs médiévaux, ils avaient aussi des instruments de travail. Ils utilisaient presque les mêmes choses. Ils avaient des livres, ils créaient eux-mêmes des livres comme nous on crée aujourd'hui des bases de données afin de trouver des citations, afin de trouver d'autorités, afin de construire des discours. Ils s'appuient sur des autorités. Et nous aujourd'hui, lorsqu'on écrit un article, un livre, on s'appuie sur des autorités. On cite nos collègues, on est en réseau et eux au Moyen-Âge, à l'université et pas seulement à l'université, ils développent le même système. On est en réseau. On est en réseau aujourd'hui et on est en réseau au Moyen-Âge. Et c'est ça qui nous permet de communiquer aujourd'hui, de mieux comprendre ce qu'ils faisaient parce que c'est pas très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Et à comprendre leurs instruments de travail nous permet, nous aussi, de développer nos propres instruments de travail. L'aspect matériel de manuscrits, c'est un aspect fondamental de notre approche, de l'approche de l'historien intellectuel, parce que c'est une mine des renseignements. C'est l'aspect matériel du manuscrit qui nous donne des petits détails, qui nous permettent en fait de dater un manuscrit, donc de le circonscrire à un contexte et à une époque où il a été fabriqué. Ça peut nous renseigner sur la tradition dans laquelle il a été conçu, qui étaient derrière lui, qui sont les scribes, dans quelle pratique il utilise la formation, la composition de ces manuscrits. Donc il y a un élément de datation et en même temps il y a aussi un élément de transmission du texte qui se trouve à l'intérieur de l'aspect matériel parce qu'on reconnaît tout de suite une écriture italienne, une écriture française, une écriture de Vienne et ça permet de voir que le même texte se trouve dans des contextes géographiques différentes. Cela veut dire que ces textes avaient ils étaient intéressants pour des lecteurs et pour des contextes académiques différents. On a pour un même commentaire, on a des exemplaires qui se trouvent à Oxford, à Bologne, à Vienne ou à Paris. C'est une preuve totale que ce manuscrit, oublié aujourd'hui, ou cet auteur qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt, il avait circulé dans son temps et qu'il avait suscité l'intérêt. Et ça, c'est une chose qui ressort seulement par une étude matérielle du manuscrit. Les textes fondamentaux pour l'histoire de l'université conjuguent en effet l'aspect institutionnel et l'aspect académique, intellectuel. En effet, c'est la pratique des commentaires des sentences qui est transmise dans les nouvelles universités. Les commentaires des sentences sont à Paris, à l'Université de Paris, un exercice obligatoire. Il a une tradition des siècles déjà, on a 2 siècles avant qu'ils sont transmis dans les nouvelles universités de Paris, de l'Europe centrale ou de Vienne. En effet, des étudiants d'Allemagne ou d'Autriche sont venus à Paris pour obtenir des diplômes de doctorat. Et ces auteurs qui ont une formation parisienne sont invités à Vienne, par exemple. Je prends l'exemple de la fondation de l'Université de Vienne parce que cette année, on célèbre 650 ans de la fondation de l'Université de Vienne. C'est avec des auteurs qui étaient formés à Paris. Et ces auteurs, les nouveaux membres de l'Université de Vienne, prennent avec eux le modèle de commentaire des sentences. Apparemment, on a un transfert de savoir, un transfert de pratique intellectuelle
Et on prend beaucoup le modèle de Paris. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle, il est adapté. Il est adapté à un contexte nouveau. Notamment, les mêmes questions qui préoccupent les étudiants à Paris ne sont pas les mêmes questions doctrinales qui occupent les étudiants à Vienne. Je vous donne un exemple. À Paris, on a très peu des questions à l'intérieur du commentaire des sentences, des questions qui traitent le problème des Juifs. Tandis qu'à Vienne, c'est une société, à Vienne au fin 14e, début 15e siècle, on est en plein développement d'une nouvelle société et on a la plus grande communauté juive de toute l'Europe. Notamment, cet impact de la société se voit a un écho à l'université parce qu'on voit comment, à l'intérieur des questions qui sont traitées dans les commentaires des sentences, nous avons beaucoup de questions qui essayent de comprendre le rapport ou essayent d'établir un rapport avec les Juifs. Notamment, est-ce qu'on peut baptiser des enfants de la communauté juive? Est-ce qu'en le baptisant, on va obtenir des nouveaux chrétiens? Est-ce qu'ils vont être des vrais chrétiens? Ces questions, ils ne se trouvent pas à Paris où on le trouve très peu étudié, tandis qu'à Vienne, elles sont réelles, elles sont présentes, elles sont développées. Et ça, c'est un signe du fait que l'université est ancrée dans la réalité de la société. On peut voir que c'est exactement comme aujourd'hui, parce que l'université, dans une certaine mesure, au Moyen-Âge, essaie de répondre à des demandes de la société. Elle est en contact, elle est en dialogue avec la société, et c'est plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui. Et malgré le fait qu'on a ces étudiants qui voyagent entre différents centres universitaires et qu'il y a un transfert du savoir, les livres circulent, chaque centre universitaire a un impact sur la tradition en soi. Parce que ce qui est très intéressant, on n'a pas seulement une influence de Paris vers Vienne, vers Cracovie, vers Bologne, on a aussi une influence qui vient de là, donc de la périphérie vers le centre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de mieux comprendre ces phénomènes complexes qui est le transfert du savoir au Moyen-Âge et qui nous donne des renseignements très importants sur ce qui est le transfert de savoir aujourd'hui. Pierre Lombard, c'est un auteur du XIIe siècle qui a réuni une série de thèses doctrinales, une série de citations des pères des églises, en essayant de faire une sorte de manuel de théologie, un manuel sur lequel, au XIIe, à partir du moitié du XIIe siècle, on commence l'enseignement de la théologie à l'université de Paris. Il s'est imposé, malgré le fait qu'en même temps, il y avait d'autres auteurs qui développaient le même système des textes complexes qui réunissaient des thèses doctrinales. Son commentaire est devenu le manuel par excellence. Donc, c'est un texte de succès qui a été adapté par l'université. Et dans la tradition de la pratique intellectuelle de l'Université de Paris, il s'est imposé comme un exercice obligatoire. En fait, pour obtenir le titre de docteur, de maître en théologie, on devrait passer par une lecture du commentaire des sentences de Pierre Lombard. En effet, les étudiants étaient censés de faire leur propre lecture des thèses qui étaient décrites ou présentées dans le commentaire des Pierre Lombard. C'est un texte complexe qui réunissait des intérêts différents parce que ce n'est pas seulement de la théologie. À l'intérieur d'un commentaire des sentences, on trouve des sujets différents, des intérêts pour la science, pour les mathématiques, pour la médecine. Je peux vous donner un exemple, notamment les étudiants qui avaient un background de médecine, ils développent des questions sur les instruments qu'on utilisait à l'époque de la circoncision de Jésus-Christ, les instruments
instrument chirurgical. Et ces genres de questions, on les trouve à l'intérieur des commentaires des sentences. Preuve que ces commentaires est un texte qui réunit plusieurs intérêts d'étudiants. En effet, avant le degré de doctorat, les étudiants, le système de l'éducation au Moyen-Âge, il s'appuie sur une division entre la faculté des arts et la faculté des théologies. C'est par la faculté des arts qu'on fait la philosophie, on s'entraîne à la lecture de textes d'Aristote, on apprend la grammaire, la logique. On a aussi la faculté de droit en parallèle qui prépare les futurs juristes, les gens qui vont vraiment travailler à l'intérieur de la société, et la faculté de théologie qui permet un cursus plus développé. Les commentaires de sentences, c'est un exercice académique qui sillonne presque 4-5 siècles de tradition à l'intérieur du Moyen-Âge, et on le trouve tout le temps. Et cela permet de voir aussi une évolution dans la pratique de ce commentaire. En effet, ce qu'on appelle un commentaire devient un commentaire sans commentaire parce qu'on s'éloigne beaucoup des pierres lombards. On ne reste pas lié aux pierres lombards. Les auteurs prennent la liberté d'exprimer leurs propres idées, leur propre système philosophique, leurs propres intérêts doctrinaux et scientifiques qui sont liés aussi à l'évolution de la société. En fait, avec les commentaires des sentences, on peut voir une évolution dans le développement scientifique et cette évolution, elle est marquée par le développement de la société. Notamment, par exemple, dans la première moitié du XIVe siècle, on peut noter l'apparition du papier qui prend le relève de l'usage du parchemin. Et l'usage du papier a un impact sur la pratique du commentaire et comment le commentaire circule. Parce que, étant donné que le papier est moins cher que le parchemin, les étudiants se permettent d'avoir un accès à plus de textes. Et ça, on peut parler d'une sorte de révolution doctrinale à cause des aspects matériaux qui assuraient la circulation des idées. Étant donné que les commentaires des sentences ont comme vocation aussi de former les futurs prêtres ou les futurs théologiens, ils traitent aussi des sujets qui sont en connexion à la vie quotidienne. Nous avons par exemple dans le livre 4 des commentaires des sentences, qui est un livre dédié aux sacrements religieux, des questions qui touchent vraiment le fonctionnement de la vie auprès des gens, notamment dans le sujet sur la question du baptême, la question du sacrement du mariage. On a toute une réflexion, qu'est-ce que c'est un mariage, qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est la famille, quel est le rapport entre le mari et la femme à l'intérieur du mariage, quel est le devoir de la femme dans la formation d'une famille, quel est le rapport, le rapport du mari, comment le mari peut assurer la vie. Après, il y a toutes les discussions du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire baptiser les enfants? Est-ce qu'un enfant qui mort ne baptisé, est-ce qu'il va être sauvé ou pas? C'est des questions qui sont en liaison vraiment avec l'actualité de la société, qui doivent répondre en fait à des questions de la société. Qu'est-ce que c'est la confession? Est-ce qu'on confesse la même chose à deux prêtres différents? Est-ce qu'en confessant deux fois son péché, on est plus absorbé de son péché ou pas? Et ça montre aussi la dynamique de la société et les aspects qui concernaient pas seulement le milieu académique, mais qui concernaient la société toute courte. Ce qui est fort intéressant avec la pratique des commentaires des sentences au Moyen-Âge, c'est le fait qu'on peut remarquer aussi
les rapports que l'université établit avec le pouvoir royal, le pouvoir ecclésiastique, et aussi avec d'autres niveaux de la société. En parallèle avec l'enseignement à l'université, on a un enseignement dans les studia religieux. Et on a aussi un impact de ces religieux, donc des communautés qui sont en dehors du cadre académique, mais qui ont une influence sur la pratique intellectuelle à l'université. Je vous donne un exemple, notamment c'est parce que c'est les ordres religieux qui, par leurs exercices spirituels, pratiquent le copiage de manuscrits. Ça fait partie des exercices spirituels de copier de manuscrits. Copier de manuscrits, ça veut dire transmettre du savoir. Et on a à l'intérieur des ordres religieux des textes, des commentaires des sentences qui sont copiés. On a des textes qui sont adaptés à l'usage de l'ordre, donc d'un contexte, d'une communauté différente que celle de l'université. On a aussi, sur un autre aspect, on a une liaison entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique, la cour royale. C'est les papes qui donnent des bourses de doctorat pour obtenir des thèses de doctorat. C'est le roi aussi qui donne des sous à l'université pour assurer les moyens. C'est exactement comme aujourd'hui où on ne peut pas faire de la recherche, on ne peut pas faire de l'enseignement si on n'est pas financé. La recherche, le Moyen-Âge nous montre bien par les bourses doctorales qu'ils avaient, par l'argent que notre religieux donnait à ses étudiants pour s'acheter des livres, qu'en fait, faire de la recherche nécessite un apport de la société. Et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est l'université qui redonne, c'est l'université qui crée les futurs membres de la société. C'est une élite qui se développe dans l'intérieur de l'université et c'est cette élite qui va conduire après la société. On a par exemple, lorsque on a les schismes à la fin du XIVe siècle, toute l'université va participer au concile de Constance et au concile de Bâle parce que c'est par les maîtres, par les enseignants, par les chercheurs, si on peut les appeler, qu'on essaye de trouver des solutions à la crise de la société. La société médiévale, à la fin du XIVe siècle, elle est en pleine crise. On a 3 papes, il faut décider, il faut choisir quelle est la bonne voie. Et c'est l'université qui se force de donner des réponses pour résoudre en fait les problèmes de la société. Et c'est pour cela qu'elle est nécessaire. La présence de l'université, elle est importante dans le contexte médiéval et on est obligé d'une certaine façon de l'étudier, de la mieux comprendre, parce que ça nous donne des réponses sur quelle est la place de la recherche, de l'enseignement académique aujourd'hui. On étudie les manuscrits aujourd'hui, pas seulement parce qu'on est curieux de découvrir notre passé, mais c'est parce que ça fait partie de notre identité culturelle. Nous sommes dans une tradition livresque, une tradition de la lecture. Depuis les temps, on est dans l'écriture. L'être humain a eu besoin de s'exprimer à travers l'écriture et à travers la lecture. Et ces manuscrits sont des petits échos, c'est quelque chose qui nous connecte avec le passé et c'est la seule manière actuelle dans laquelle le passé nous parle. Parce que c'est par les livres, par ces manuscrits qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passait dans le passé. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une pleine crise de l'étude des langues classiques, du latin, du grec, de l'arabe, médiéval, je parle, et on peut dire qu'on est dans une matière de risque, parce que si on va continuer dans cette voie, dans quelques générations, on ne va pas pouvoir approcher ce texte. On va faire le passé se taire à cause du fait qu'on n'a pas des spécialistes qui peuvent lire
des manuscrits du latin. Bien sûr, ce n'est pas seulement la connaissance du latin ou du grec qui est nécessaire pour l'approche des manuscrits, mais c'est toute une matière en fait, c'est tout un métier parce qu'on doit apprendre la paléographie, on doit apprendre à lire ces manuscrits parce qu'au Moyen-Âge, les manuscrits sont écrits avec des abréviations et nous, on doit apprendre à lire ces abréviations. Chaque texte a des systèmes d'abréviation différents en fonction de la nature du texte. Les textes bibliques ont un autre système d'abréviation, le texte académique un autre système. Déjà, ça multiplie les efforts qu'on doit développer au moment de l'étude de manuscrits. Être un chercheur qui passe des heures et des heures à lire les manuscrits, à comprendre, à déchiffrer, on a un déchiffrage de manuscrits, mais en même temps, en déchiffrant le manuscrit, on déchiffre le passé. Et en déchiffrant le passé, on arrive à mieux se connaître nous-mêmes. Nous-mêmes en tant que société actuelle, avec une identité occidentale, l'identité de la culture. On ne peut pas ignorer ces aspects. Et c'est les livres qui nous connectent, en fait. C'est ces manuscrits qui nous connectent. Et on a la chance, je dirais, qu'on peut encore les trouver. On trouve, tout le temps, on trouve de nouveaux manuscrits dans des bibliothèques. Et c'est comme une sorte d'iceberg. On a un peu la partie visible, mais derrière, dans l'eau, dans ce nuage de l'histoire, il y a toute la partie invisible du passé qu'on va la connaître à travers l'étude de manuscrits. En étudiant les commentaires des sentences, j'ai développé des nouvelles passions, notamment la passion de comprendre les auteurs dont on n'a plus de texte et de comprendre aussi les textes dont on n'a pas d'auteur, notamment les anonymes. C'est très intéressant parce que pour le premier cas, comment faire le portrait d'un auteur dont on n'a plus de texte, mais on a des traces qu'il a écrit, qu'il a eu une activité professionnelle ou académique. J'ai des auteurs, par exemple, qui ont été les confesseurs du roi, le médecin du roi, mais dont on n'a plus de textes de leur passage par l'université. Mais par contre, à cause du fait que l'enseignement académique universitaire, c'est un enseignement de débat, on a des questions, on a des discussions, ils sont consignés dans d'autres textes. Les participants à ce débat ont consigné des idées de ces auteurs. Et on peut donc refaire le portrait doctrinal à partir des citations de ces auteurs. On a un auteur qui cite un autre et qui dit dans ce jour-là, il a fait une présentation sur cette problématique, il a répondu comme ça, il a pris cette position. Du coup, on peut faire une synthèse de son profil doctrinal. Il y a un autre aspect qui est un peu plus mécanique à la fois. On étudie ces textes aussi à travers les citations. On les lit et on identifie les citations explicites. Combien de fois un auteur il est cité ou pas. Et à travers ces citations explicites, on voit comment le texte nous parle et il nous donne des informations sur des auteurs qui devraient être importantes à l'époque, parce que c'est pour cela qu'on les citait, c'est pour cela qu'on faisait appel à leur autorité pour défendre des positions doctrinales. Et ça, c'est aussi une voie par laquelle on découvre des textes, des auteurs perdus, inconnus, méconnus. Dans l'autre versant, on a la situation des anonymes, des textes anonymes. On a un commentaire et on ne connaît rien qui est l'auteur, on n'a aucun indice, parce que notamment parfois dans les explicites, donc la fin ou le colophon de manuscrit, on a des indications. Ce manuscrit a été écrit par un tel scribe dans telle époque, dans tel endroit. Mais il y a des textes qui sont soit à travers l'histoire détruite ou
et on ne trouve pas des traces de leurs auteurs. Et après, donc c'est nous les chercheurs, en lisant ce texte et en essayant de le contextualiser, de voir quelle est la problématique, quelle est la position doctrinale, d'autres détails. On essaie de trouver des détails et de faire le portrait possible d'un auteur et après voir est-ce qu'il est, il est cet auteur ou pas cet auteur. Après, on a aussi la voix beaucoup de textes, en fait, se trouvent dans des bibliothèques, j'ai déjà mentionné, dans des endroits de l'Europe qui n'étaient pas accessibles avant. Notamment, je parle du cas de la Roumanie, où on a des manuscrits dans les bibliothèques roumaines, on a des manuscrits en Hongrie, en Bulgarie et tout, mais ces manuscrits ne sont pas tout à fait connus. Et ça fait une matière nouvelle de les étudier aujourd'hui. Notamment, on n'avait pas des catalogues, on n'avait pas les moyens. Les conditions politiques, le communisme faisait qu'on n'avait pas accès. Plusieurs fois, on n'avait pas accès à ces manuscrits. Donc, aujourd'hui, on a la chance de trouver et de retrouver en fait des textes. Et on a des textes qui étaient soit produits à Paris, soit à Vienne, soit à Bologne, qui se trouvent en Hongrie ou en Roumanie. Et c'est à nous aujourd'hui de comprendre comment ces textes ont voyagé au Moyen-Âge et ils sont arrivés dans ces bibliothèques-là. Dans le contexte académique, la langue d'usage, c'est le latin, dans mon domaine de spécialisation. Et tous ces textes sont en latin, ils circulent à travers le latin et on fait les commentaires en latin. On lit le latin, on commente en latin, donc ça fait une langue commune qui regroupe des nations différentes. Même à Paris, à l'Université de Paris, on a différentes nations. On a la nation allemande, la nation anglaise, mais les réunions à l'université sont en latin, les documents sont en latin, donc du coup l'exigence du latin et de la pratique du latin pour approcher ce texte. Un autre aspect intéressant dans le transfert du savoir, ce n'est pas seulement la langue, il est vraiment important, c'est le latin, mais c'est aussi l'aspect de pratique intellectuelle. C'est par les pratiques intellectuelles qu'on a un transfert de savoir, et notamment à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le plagiat. Le plagiat, c'est une pratique intellectuelle très courante dans la société actuelle. C'est l'Internet qui nous montre beaucoup des cas chaque jour. On a à tous les niveaux, niveau politique, niveau académique, les niveaux journaliers. Mais le plagiat, il est très présent au Moyen-Âge. On l'appelle à tort plagiat parce que ce n'est pas un plagiat, on peut l'appeler bricolage textuel ou empreinte et tout ça. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qui correspondrait aujourd'hui au plagiat, c'est une pratique intellectuelle. Les auteurs copient, c'est copié entre eux, et c'est ce copiage en masse. Et c'est une forme qui assure un transfert de savoir. Au Moyen-Âge, on n'a pas tellement cette conception haute de l'autorité, du texte qui appartient à l'auteur individuel, mais on a une conscience du partage. On partage les idées, et en partageant les idées, on les fait circuler. Et c'est comme ça qu'on fait un transfert du savoir. Parce qu'on copie un auteur, soit parce qu'on partage l'idée, soit parce qu'il est une autorité qui nous permet de défendre d'autres vérités, soit parce qu'on est en désaccord avec eux. Deux fois, on copie beaucoup d'auteurs juste pour dire « je ne suis pas d'accord avec cette idée ». On a copié 2-3 colonnes de manuscrits de 13 idées. Et au début, on s'est dit il n'y a rien de nouveau dans ces deux textes. Ils sont juste un copier-coller l'un de l'autre. Mais en faisant attention en détail, on voit qu'il y a une toute petite phrase qui dit « je ne suis pas d'accord avec cette idée, c'est une idée fausse ». Donc, le plagiat devient une arme d'attaque, en fait, dans la dialectique de l'université. Et c'est pour cela qu'elle est très présente dans le milieu académique médiéval. Ça ne choque pas. Et ce n'est pas une pratique dévalorisante. Il ne faut pas la juger d'un point de vue éthique.
que ces auteurs n'ont rien inventé, ils font juste du copier-coller. Non, c'est à travers du copier-coller qu'on avance, que la pensée progresse, que la science progresse, parce qu'en copiant ces idées et en les lisant dans deux endroits différents, à Vienne, à Prague, ils arrivent jusqu'à Budapest ou en Roumanie, la Transylvanie médiévale, chacun réagit différemment à ces idées. Et le copiage-coller devient une sorte d'Internet d'aujourd'hui. Et c'est une pratique d'une actualité impressionnante dans ce texte-là. Et ce n'est pas une pratique négative. C'est une pratique qu'on doit la comprendre pour comprendre le spécifique du transfert du savoir au Moyen-Âge. Le facteur de la langue est décisif pour la transmission et pour le dialogue, pour ouvrir un dialogue entre des sociétés différentes, des sociétés avec des pratiques différentes. Mais il y a aussi l'aspect de l'exercice académique, de l'exercice de l'intérêt pour le livre, de l'intérêt de la lecture, de la production de livres, de la production vraiment matérielle des instruments de transmission, parce que on trouve que toutes ces sociétés différentes ont le même intérêt pour l'aspect matériel de l'ouvrage, pour le manuscrit. Et il ne se trouve pas seulement à l'intérieur de l'université, il se trouve à différents niveaux de la société. C'est très connu le fait que les familles bourgeoises offraient en cadeau à leurs enfants des livres, des beaux livres, des livres riches, parce que ça montrait aussi l'aspect valorisant des possédés des livres. En même temps, c'est bien sûr à travers l'université qu'on développe la passion d'avoir des bibliothèques. Les auteurs sont intéressés d'avoir leur propre bibliothèque personnelle. Et la trace des indices qu'on a une conscience d'avoir une bibliothèque personnelle, c'est les testaments des auteurs. C'est les testaments qui lèguent leur patrimoine personnel à telle ou telle abbaye ou à telle ou telle université ou à des neveux ou à des membres de leur famille. C'est dans le Testament qu'on trouve toutes sortes de divisions de ces livres et aussi des messages d'avoir, bien sûr, de cultiver l'intérêt pour les livres et de propager l'intérêt pour les livres. Et en fait, nous, les chercheurs d'aujourd'hui, on est un peu dans le dette morale de continuer. Le fait qu'on s'occupe de ces livres, c'est assurer en fait les désirs de ces auteurs médiévaux. Parmi les auteurs que j'ai étudiés, j'ai plusieurs amis, parce que je les appelle des amis, étant donné que je passe toute ma journée en leur compagnie. J'ai découvert plusieurs cas. J'ai des figures célèbres, notamment Pierre Dailly, c'est l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat. Qui est une figure fulminante du milieu français de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. C'est lui qui a même influencé la découverte des Amériques par Christopher Colomb, qui avait dans sa possession de manuscrits de Pierre Dailly. Pourquoi cet auteur il m'est tellement cher? C'est parce qu'il était à la fois très actif dans le domaine politique, il avait une vision sur la société et il avait une curiosité très forte pour les livres. Et pas seulement pour les livres, mais pour l'avenir des livres. On trouve dans son testament des indications, il donne des indications d'avoir soin de ces livres. Et si un jour on va inventer une imprimerie, de faire tout le possible d'imprimer ces livres. Donc je trouve ça assez visionnaire à la fin, juste avant l'invention de Gutenberg, de se soucier de l'avenir de sa propre création scientifique. Parce qu'aujourd'hui on publie nos textes sont partout dans des livres, mais ils sont aussi dans l'Internet. Donc l'Internet donne une nouvelle vie à ces ouvrages. Et à l'époque du Moyen-Âge, donc il s'est soucié
de l'avenir de ces manuscrits, parce que c'était un transfert du savoir qu'ils envisageaient, et c'est aussi un testament qui faisait un passage de leurs idées aux générations suivantes. Je peux vous citer un autre ami, c'est Jacobus de Altavilla. C'est un auteur d'origine allemande, c'était un moine de Eberbach, de la monastère célèbre de Eberbach, où a été filmé le film Le nom de la rose. Et lui, il est venu à Paris faire des études. Il s'est bien ancré dans le milieu académique parisien, mais à cause de problèmes de la fin du XIVe, sur notamment le schisme et les deux papes en même temps qui se trouvaient à Paris, il est obligé, comme toute la nation allemande, des étudiants allemands, de retourner dans leur pays. Il retourne dans son monastère, et là, il retourne avec ses livres dans ses valises. Il prend son commentaire des sentences avec lui. C'est le commentaire qu'il avait lu à Paris. Donc ça veut dire qu'il rentre dans son pays avec les souvenirs académiques de l'université de Paris. Et une fois qu'il s'installe de nouveau dans son abbaye, il relit ce texte. Et on retrouve des échos de ce texte à l'université de Vienne. Notamment, il est un auteur très cité à l'université de Vienne. Son commentaire, à première vue, il est bourré, si on peut dire, des passages copiés tels quels des auteurs qui étaient très actifs à Paris, Grégoire de Rimini, Alphonsus Vargas Toletanus, etc. Et on voit que cet étudiant, il prend avec lui son texte, mais il prend aussi ce qui était à Paris, l'actualité parisienne, et elle devient une actualité, elle est transmise à Vienne. Et on voit comment des individus ils s'entermêlent dans ce circuit du transfert de savoir. Ça veut dire que le transfert n'est pas seulement un processus institutionnel, il se fait aussi à travers les portraits, les personnages, les jeunes individuels. On peut parler d'une identité culturelle, on peut parler d'une identité religieuse, parce que dans l'Europe occidentale, on partage le chrétianisme, mais cette société est aussi ouverte à d'autres sociétés. Ils se sont pas repliés sur eux-mêmes, ils sont en contact avec les cultures d'ailleurs, à l'intérieur de ces différents milieux européens. On a aussi l'intérêt vers les traductions. On traduit les textes des païens, on traduit les textes des Grecs, on traduit les textes des Arabes, on traduit les textes hébreux. Et en fait, on arrive à voir que l'identité européenne, si on peut parler, elle est une identité complexe qui est nourrie en fait des renseignements qui viennent d'autres cultures. Et en fait, c'est une identité qui s'appuie sur la différence, et c'est une identité qui s'appuie sur assimiler la différence, assimiler aussi l'autre, assimiler la culture de l'autre, parce que c'est la différence qui nous fait se poser des questions sur nous-mêmes, voir qu'est-ce que c'est vraiment différent entre nous et la pratique de livres des Hébreux, des livres hébreux ou de livres arabes. Et en fait, cet intérêt du dialogue, il est aujourd'hui présent, mais il était, je crois, cultivé depuis ces temps-là. Et ce n'est pas seulement à cause de l'université, mais c'est à cause de la dynamique de la société. On a les commerces, c'est à travers le commerce qu'on a un transfert de livres qui vient d'ailleurs. On a bien sûr, comme je dis déjà, les ordres religieux qui s'assurent de copier les livres des autres, mais qui ont aussi un intérêt d'apprendre les langues des autres, de traduire les commentaires des autres, parce que ça veut dire qu'il y a une conscience que l'autre, celui qui est l'autrui de nous-mêmes, a aussi une valeur, et que ça nous enrichit aussi, que l'impact entre deux cultures différentes est positif, que le dialogue qui s'ouvre, il est enrichissant pour les deux parties de cette culture.
Malebranche cite Pierre Dailly. Et il cite Pierre Dailly, il y a des citations du commentaire des sentences et il y a beaucoup de citations des auteurs médiévaux chez Malebranche. Et on peut dire qu'il y a même une influence de cette pensée qui est développée au Moyen-Âge chez Descartes. Descartes, il est encore un lecteur des textes médiévaux. Il écrit parfois en latin. Et la preuve que Descartes, que Malebranche lisent et citent ces auteurs, c'est le fait que cette pensée a été récupérée par la modernité et qu'elle n'est pas oubliée, que le Moyen-Âge ne s'arrête pas au moment où il y a une renaissance au niveau humaniste, mais que le texte transgresse l'histoire, qui sont encore présents dans l'histoire. Et ce n'est pas seulement les textes qui nous parlent, ce n'est pas seulement le contenu de texte, mais c'est aussi le fait qu'on trouve au XVIIe siècle encore des commentaires des sentences qui sont copiés. On a des manuscrits qui sont copiés, malgré l'invention de l'imprimerie, malgré le fait que beaucoup de textes ont été imprimés et circulés en format édité. Il y a aussi une transmission à travers les sentences. Si au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on copie encore ces manuscrits, ça veut dire qu'on a encore un intérêt pour la pensée qui est transmise par ces textes et qu'il y a encore une actualité et que cette actualité, elle nous est transmise. Et qu'on peut vraiment trouver des échos du Moyen-Âge dans la modernité, dans la postmodernité. Et aujourd'hui même, il y a des auteurs, des philosophes fameux comme Heidegger, qu'on connaît qu'ils étaient influencés par la pensée médiévale. L'avenir de la recherche, c'est l'avenir qu'on participe en fait à l'avenir de la recherche parce qu'on fait par tout ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que le métier du chercheur, c'est un métier de passion, c'est un métier de curiosité. Et tant qu'il y a une curiosité, je pense qu'il y a un avenir. Parce que c'est la curiosité qui nous ouvre des nouvelles portes. Et étant donné que le passé, il est encore tellement mal connu, je suis très optimiste qu'il y a un avenir de notre recherche. Il faut se battre pour cet avenir parce qu'il faut trouver le moyen pour continuer et pour créer cet avenir. Mais la récompense vient par les résultats de nos recherches, par le fait qu'on arrive à éclairer le présent à travers le passé. Et ça donne beaucoup d'optimisme, je dirais, pour continuer dans cette voie. Et on va se battre afin de défendre ce métier et donc de lui créer un avenir. Je ne suis pas prévoyante, je ne peux pas vraiment me projeter dans l'avenir. Mais l'expérience de projets actuels, des projets en cours, me donne beaucoup d'espoir qu'il y a tellement des choses qu'on ne connaît pas que ça mérite de continuer à se battre. La curiosité reste présente. On trouve à tout moment de moyens de nourrir cette curiosité. Et en même temps, j'ai aussi cette histoire qui est la mienne, le fait que je viens de l'Europe de l'Est, le fait que j'arrive dans l'Europe occidentale et que j'arrive à ouvrir un dialogue en fait entre la France et la Roumanie. Et je trouve beaucoup le fait que je réitère un peu l'expérience des auteurs médiévaux qui venaient de l'Europe de l'Est pour se former ici, mais qui retournaient pour enrichir leur contexte. Je connais mes collègues en Roumanie et je vois qu'il y a un potentiel, il y a une dynamique nouvelle qui s'est créée là-bas. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, on parle des universités qui n'ont pas la tradition des siècles qui est celle des universités ou des centres de recherche ici. Et donc, il y a un peu de nouveau.
qui peut être apporté par mes collègues, pas seulement de Roumanie, mais les collègues de la République tchèque, les collègues d'Hongrie. On apporte de nouvelles questions et ça revigore un peu les questions anciennes. Je me projette dans l'avenir en faisant la même chose, en continuant mes recherches et avec l'espoir que ça va être une récompense parce que c'est le texte, c'est le contenu de ce texte qui nous donne une récompense qui n'est pas bien sûr matérielle, mais qui est une récompense spirituelle. On est là, on bâtit une nouvelle génération de chercheurs et c'est une génération de chercheurs qui voyagent beaucoup et qui sont en permanent dialogue les uns avec les autres. Et ça crée de la dynamique. L'avenir peut être noir, il s'annonce noir, notamment par la suppression des postes, notamment par la fermeture de certains champs d'études. Mais je pense que plus on valorise ce qu'on fait, plus on montre à la société qu'être chercheur, c'est quelque chose d'indispensable à la société présente.